Aujourd'hui, nous allons parler de la sodomie. La sodomie doit se préparer en fait. C'est vraiment très progressif. Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler d'ocytocine, de bifle et du physique avantageux des politiciens. On ne fonde jamais seul, mais avec les autres. C'est la loi de l'unanimité qui est violente. Le rôle des institutions est précisément de nous le faire oublier. René Girard. Alors ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous parler de politique, de refaire des vidéos qui parlent un petit peu de politique. C'est un sujet qui est ardu. J'ai toujours préféré vous donner des éléments vous permettant de nourrir, d'alimenter votre réflexion plutôt que de vous balancer comme ça des thèses suggérées, pré-mâchées, voire même vous hypnotiser pour que vous pensiez quelque chose en particulier. Même si le format YouTube, ne nous leurrons pas, le format YouTube va quand même privilégier une transmission de l'information top-down. Eh oui, nous sommes censés être des influenceurs. Je suis désolée, mais se faire enculer, c'est quand même la base. Comme le disait autrefois Protagoras, sur chaque chose, il existe deux discours opposés, que ce soit par exemple idéaliste versus matérialiste, rationalisme contre empirisme, dogmatisme versus scepticisme. Il est toutefois permis de se poser la question et de penser que, peut-être, cette vision un peu dualiste du monde ne provient pas forcément du monde lui-même, mais du fonctionnement du cerveau de l'observateur. Nous avions examiné ensemble dans la vidéo 48 pourquoi et comment cela tenait d'une hypnose, d'une forme d'hypnose précoce de la socioculture, les thémata. En France, précisément, ce préformatage culturel, comme ça, de la pensée, va s'exprimer, notamment en politique, par le modèle gauche-droite, un modèle d'une grande indigence, mais certains essayent toutefois d'y faire rentrer plus ou moins au forceps absolument n'importe quoi. Les pulls moches. Pull moche gauche, a priori. Florent Pagny. Bah, fastoche, droite. C'est facile. Vous le savez. C'est une énorme faille méthodologique qui m'avait littéralement sauté aux yeux à l'époque où j'étais en faculté de psychologie et où je lisais des dizaines d'études sur la schizophrénie ou le TDAH, par exemple, le trouble de l'attention avec hyperactivité. Jamais les catégories sous-entendant la réflexion n'étaient pensées, remises en cause, démontrées, voire même conscientisées. C'est merveilleux. Ben non. C'est épouvantable. Et l'on va ainsi laisser le gros de la masse, le grand public, se vautrer dans l'indigence de cet ipsédictisme séculaire, et c'est extrêmement ennuyeux quand on cherche des études un petit peu bien faites, des études scientifiques sur les liens entre eux, alors que ce soit avec des approches psycho, socio ou biologiques de la politique, parce que on remarque dans toutes les études, mais toutes les études, quasiment toujours, ces thémata irréfléchis. Les candidats de gauche et les journaux de gauche passent leur temps à dire que je suis de droite. Les journaux de droite et les candidats de droite passent à peu près la même énergie et le même temps à dire que je suis la gauche. On doit vraisemblablement être dans le vrai. Donc on va continuer. Cela dépend en réalité énormément du niveau de réalité ambiant dans la culture que l'on va étudier. Bon, ici en France, c'est gauche et droite pour des raisons historiques que vous connaissez. Aux États-Unis, ça va être conservateur versus républicain. Au Venezuela, on va être sur une différence entre, c'est extrêmement savoureux, entre politica et anti-politica, c'est-à-dire entre ceux qui veulent essayer de faire de la politique puis ceux qui sont dans une espèce de corruption à extrêmement court terme. En fait, tout ça ne parle pas des idées, mais uniquement de la fenêtre d'Overton, soit des idées qui sont pensables par la majorité du peuple à un moment T, ce qui faisait dire à Quetelet que l'homme moyen est à la nation ce que le centre de gravité est au corps. D'autant que ce spectre bouge et se déplace. D'ailleurs, petit jeu pour les plus jeunes d'entre vous qui peut-être seraient incapables de reconnaître l'homme politique que je vais vous présenter, écoutez avec attention ces idées. À votre avis, où est-ce que cela se place en termes d'échiquier politique? Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Ils nous volent notre travail. 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 Oh, ils nous volent notre travail. Ils nous volent notre travail. Ils nous volent notre travail.
Eh bien, il s'agit de Georges Marchais, qui est un homme politique qui était plutôt catégorisé à l'extrême gauche. Aujourd'hui, lorsque l'on entend un discours tel que le sien, il évoquerait plutôt la ligne de Marine Le Pen, qui est classée à l'extrême droite. Je déteste la politique. Les électeurs ne lisent rien. Ils ne pensent jamais par eux-mêmes. Ils se laissent influencer par le dernier truc qu'ils ont entendu, que ce soit vrai ou faux. La démocratie est un échec parce que, soyons lucides, la plupart des gens sont idiots. Comprenez bien, s'il vous plaît, que toutes ces transes hypnotiques communes permettent, certes, le lien entre les différents êtres humains d'un même peuple, mais pas forcément la rencontre. Vous avez Leor Zmigrod et ses collaborateurs de l'université de Cambridge qui met en évidence une forte corrélation entre l'extrémisme politique et la faible flexibilité cognitive, autrement dit la capacité d'intégrer en fait dans son cerveau et sa carte du monde de nouveaux concepts. C'est une forme de misonéisme, de rejet en fait de la nouveauté, tout simplement. Alors comme ça, au premier niveau de réflexion, on se dit pourquoi pas, hein, d'autant qu'on a un certain nombre d'études qui montrent comme ça que moins on est éduqué, plus on a tendance à voter par exemple Front National. Bon, c'est pas mal, ça nous donne une narration avec un bon gros bouc émissaire des familles. Si en plus la science nous confirme qu'il est un petit peu plus bête que moi, un petit peu plus limité que moi, et ben c'est absolument parfait, ça fait le bouc émissaire idéal. We call them fascists, neo-Nazis, arsewives. Of course, they are right-wing radicals. I know what you think. They are dumb, brutal, and a neurotic danger to society. You're certainly right there. But let's take a closer look. In everyday life, a right-wing activist has to cope with obstacles which other people wouldn't even notice. When compared with us normal people, for him, the task of making contact socially can be extraordinarily difficult. The result, isolation and loneliness. Similarly, the right-wing activists' desperate bids for social recognition, perhaps through sporting achievement, only seldom meet with success. And it is a fact all too often overlooked that the majority of public buildings are simply not designed with the needs of a right-wing activist in mind. These pictures make it quite clear. Right-wing activists need our consideration and our help as well. Au deuxième niveau, on réalise que la fenêtre d'Overton, qui est basée justement sur la majorité, et ben en fait ne veut absolument rien dire, puisque c'est elle qui définit ce qui est extrême, donc qu'en fait c'est simplement le règne, voire la tyrannie de la majorité, et qu'en fait l'emploi du terme extrémiste relève en réalité déjà d'une forme de crypto-induction. Don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. Les amis, j'ai malheureusement retrouvé ce type de crypto-induction et ce type de thémata irréfléchi dans absolument toutes, j'ai bien dit toutes les études que j'ai pu trouver, quelle que soit la discipline pour préparer cette vidéo. Et à mon avis, cela est dû intrinsèquement au support même de l'étude, à la notion même d'étude scientifique, même si en fait, en réalité, justement, le support est tellement contraignant pour les chercheurs que ça ne dit rien sur leur qualité en tant que chercheurs, si ce n'est peut-être qu'ils ont simplement adhéré et consenti à l'usage du support. J'ai ainsi appris tout de même, que 77% des Français refuseraient littéralement de se mettre en couple avec quelqu'un de trop différent politiquement, hein. Et ce, même si dans les faits, alors c'est la différence toujours entre les faits et le déclaratif, même si dans les faits, 80% des gens témoignent avoir déjà eu une histoire avec un partenaire ou une partenaire d'un bord politique différent. Il y a ainsi actuellement en France environ 30% de couples qu'on va dire dissonants politiquement parlant. J'ai appris qu'il y avait 2 fois plus d'échangistes à gauche, hein, puisqu'ils ne sont que 9% des électeurs de droite à le pratiquer contre 23% des électeurs de gauche. Assurément, au Parti Socialiste, on a de la vigueur dans la braguette. Ou alors que les électrices de Marine Le Pen étaient 23% contre seulement 13% dans le reste de la population à pratiquer la bifle. Alors la bifle, qu'est-ce que c'est? C'est gifler une fille avec sa bite. Ce n'est probablement pas un cas isolé, puisqu'une étude basée sur 19 000 personnes réalisée au Royaume-Uni, en France, au Danemark, en Suède et en Allemagne nous apprend que 70% des votants d'extrême droite se disent, et c'est ceux qui obtiennent le plus haut score de toutes les tendances politiques mesurées, très heureux au lit.
La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Lorsqu'on y réfléchit un petit peu, il est probable que, justement, ces militants utilisant davantage d'heuristiques conservatrices, c'est-à-dire qu'ils reproduisent des schémas tels que le couple traditionnel monogame d'inspiration plus ou moins chrétienne, eh bien ils utilisent des heuristiques, et que ces heuristiques, à défaut de permettre de vivre toutes les parties des différents protagonistes, ont quand même l'avantage d'une forme de simplicité, et c'est précisément ce qu'on demande à des heuristiques, cela facilite l'action. Et s'il y a bien un endroit où il est important d'être dans l'action, c'est bien au plumard. Bref, que des informations extrêmement fondamentales pour traiter donc un sujet de fond sur la gauche et la droite. Pour moi, l'intérêt pour la politique a véritablement commencé aux alentours de 2004. Je m'étais rendu compte que je n'avais jamais vraiment pris le temps d'y réfléchir. Je m'étais contenté de reproduire les conditionnements de mon milieu social, de ma socioculture, et que j'avais toujours simplement voté comme mes parents. Et voyant l'échéance de l'élection présidentielle de 2005 approcher, je m'étais juré d'essayer de remplir mon devoir civique d'une façon réfléchie, pondérée, en m'ayant donné les moyens d'avoir une opinion plus ou moins éclairée. Pour ce faire, je suis allé m'inscrire littéralement sur tous les forums que j'ai pu trouver, tous les forums politiques que j'ai pu trouver. Donc je me suis retrouvé à la fois sur des forums communistes, sur des forums écologistes, sur des forums Front Nationaux, sur des forums de droite. À l'époque, je crois même que l'UMP n'existait pas encore, sur des forums libéraux, sur des forums... Bref, je me suis inscrit absolument partout. Et j'ai posé des grandes questions, histoire de voir les points de vue des uns et des autres. Chacun m'a répondu, et j'ai commencé à opposer les arguments des uns aux autres. Je me suis transformé littéralement en une espèce d'immense chambre d'écho vivante, histoire de voir quel était le point de vue qui était un petit peu solide quand on le poussait dans ses retranchements, et lesquels l'étaient un petit peu moins. Et j'ai vite trouvé, enfin vite, ça m'a quand même pris 1 année et demie, hein, donc c'est un exercice que je vous recommande, mais il faut avoir du temps à perdre et un intérêt pour la chose, sinon c'est proprement inutile, évidemment. Je voulais éviter de tomber dans le travers décrit par John Stuart Mill lorsqu'il dit « Celui qui ne connaît que son propre avis ne connaît pas grand-chose ». D'ailleurs, à ce sujet, il y a un papier qui est sorti, réalisé par Jonathan Haidt, Biran Nozick et Jess Graham. La question était très très simple, il a pris différentes personnes qui s'intéressaient à la politique, des gens qui étaient plutôt militants, et leur a demandé une question très très simple, d'ouverture à l'altérité. À votre avis, que pense de telle ou telle problématique le camp d'en face? Les individus dotés d'une sensibilité de gauche semblaient avoir une difficulté gigantesque à formuler de façon claire, autrement que par des poncifs inexacts, le point de vue du camp d'en face, ce qui n'était absolument pas le cas des individus considérés comme ayant une sensibilité plutôt de droite. Et je vais peut-être te surprendre, mais sache que je te comprends plus que tu ne crois. Tu me comprends? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était absolument écrasant en termes de différentiel, et cela tendrait à valider, une fois de plus, la théorie des niveaux de réalité. Alors pour éviter ce type de polarisation politique liée à l'ignorance de l'altérité, il y a un certain nombre d'universitaires américains qui ont donc lancé aux États-Unis un collectif composé donc de professeurs de toute matière en sciences humaines et de toute obédience politique. Ils ont lancé l'Hétérodox Academy. L'Hétérodox Academy, c'est donc un organisme qui vise à lutter contre le phénomène même de pensée unique, que ce soit celle de gauche. Maggie avait un génie créatif bien supérieur aux autres enfants. Et je dis pas ça parce que je suis sa mère. Mais son maître d'école, Monsieur Ellsworth Touhy, voulait que tous ses élèves soient en conformité. Banal, très banal, oh, merveilleusement prosaïque. Oh, ça ne va pas. Maggie, les danseuses ne donnent pas de coups de pied et les immeubles ne doivent pas trop s'élever. Alors, tes gravats sont encore un peu plus hauts que les autres, il faut donc... Voilà. Bienvenue dans le monde réel, bébé. Ou celle de droite. Josie, c'est comment travailler? Parce que je connais le mot, mais j'ai un copain qui fait ça, mais je sais pas comment... En effet, en 2005, lors d'un sondage publié aux États-Unis sur les accointances politiques des professeurs d'université dans le domaine des sciences humaines en général, l'on trouvait donc un professeur de fac de sciences humaines républicain pour 40 professeurs démocrates. C'est une différence absolument écrasante. En France, même si je n'ai pas les chiffres précis, à mon avis, cela doit être sensiblement similaire. Reste à voir si c'est l'instruction qui rend de gauche, ce qui pourrait être une explication, ou si c'est un véritable lobby qui contrôle donc le monde de l'instruction et de la transmission des savoirs. Mais d'avis en tout cas que ce filtre gauche-droite
affaiblit considérablement l'approche de la question, car si tout homme est effectivement de gauche lorsqu'il est tout petit enfant, au sens de ce qu'on appelle donc le communisme primordial, moi mon instinct me dit d'aller à gauche. À gauche. Lorsque l'on subsume un peu son instinct primordial pour essayer d'élaborer une pensée, on se rend très vite compte qu'il y a toute une nébuleuse de pensées à gauche comme à droite, voire même de pensées qui sont pas forcément classables sur ce spectre, hein, d'où, enfin je pense que vous en êtes déjà largement convaincu, mais d'où la pauvreté donc méthodologique de toutes ces études. Si jamais il fallait encore s'en convaincre, j'ai un ami qui m'a récemment envoyé cet étron de test politique. Le Politiscales, qui est pour moi totalement l'archétype de ce genre de test, j'allais dire mal foutu. Là encore, c'est pas la faute du test, c'est simplement que le support internet ne permet que très mal une pensée, une discussion et un échange d'énergie en n dimensions. Voilà, on est vraiment dans un monde encore en 2 dimensions, en rationnel plafonné dans le meilleur des cas, ce qui va donc limiter l'analyse à une grille extrêmement faible. Question 1 sur 117. On va pas toutes se les faire, hein, évidemment. Mais il est important d'encourager une agriculture qui maintienne une biodiversité alimentaire, même si son rendement est inférieur. Donc là, vous voyez, déjà, on est sur une seule dimension. Il est important d'encourager. Est-ce que c'est encourager en disant « Vas-y Robert, fais de l'agriculture biologique » ou est-ce qu'il s'agit d'encourager avec de l'argent qui a été volé à d'autres gens, par exemple? Ça, la question ne le dit pas. Et ça change tout, parce qu'on peut soutenir de façon violente ou soutenir de façon non violente. Donc là, dit comme ça, je vais mettre neutre parce que je peux pas dire. Autant vraiment encourager ça, moi je dirais oui, carrément. Autant si c'est avec de l'argent volé, c'est non, donc on va dire neutre. Mon pays doit payer pour réparer les dégâts causés par les crimes qu'il a commis à l'étranger. Donc là, déjà, on est dans une identification à sa nation. Mon pays, mais moi j'ai pas de pays, moi j'ai rien signé, et pour autant je trouve normal de réparer les dégâts qu'on a pu causer ou les collectifs auxquels on appartient et qu'on a financé. Donc là encore, la question, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? La violence contre les personnes n'est jamais une solution. Si, ça on va mettre absolument d'accord, enfin non, donc absolument pas d'accord du coup. Puisque le jour où quelqu'un te tombe dessus avec une barre à mine, à un moment donné, tu es quand même bien obligé de défendre ta vie. Donc il ne faut pas que ce soit une violence aveugle, une violence proportionnée, une violence dans laquelle on ne se perd pas soi-même, évidemment. Ok. Les différences sociales entre groupes ethniques ne s'expliquent pas par la biologie. On peut les expliquer par un certain nombre de choses, de la biologie, de l'épigénétique, du construit social. Dire que ça ne s'explique pas par la biologie, c'est ignorer la biologie. Bon, voilà, donc là on a quand même des questions qui sont assez claires. Les personnes transgenres ne seront jamais vraiment du genre qu'elles veulent atteindre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est complètement mal foutu, parce que ça accorde une espèce de crédit à des concepts qui sont en réalité que des cartes. Et rien que là, la notion de genre, enfin bon, je vais même pas répondre à cette question-là, mais ça vous donne une idée de comment il est difficile de mesurer objectivement les tendances politiques. Et là, je trouve qu'on voit bien toute la pauvreté, toute la viduité de cette approche rationnelle plafonnée quand il s'agit de modéliser la complexité de la notion de politique. La principale problématique qui est absolument récurrente dans toutes ces tentatives de créer des tests pour se définir politiquement sur un axe unique gauche-droite, eh bien cela provient de l'implicite jamais pensé et qui est asséné littéralement sans être réfléchi, qui est les critères de la construction d'un nous. C'est un allant de soi qui en général renseigne beaucoup plus sur les positions politiques du créateur du test que sur celui qui le passe. Et quand on a démystifié un petit peu ce nous, comme on a pu le faire déjà dans des précédentes vidéos d'hypnomachie, en général, on ne fait guère plus de politique. En tout cas, pas selon l'acception moderne du terme. Ce qu'exprimait d'ailleurs assez vindicativement Sioran lorsqu'il disait « Il me suffit d'entendre quelqu'un parler sincèrement d'idéal, d'avenir, de philosophie, de l'entendre dire « nous » avec une inflexion d'assurance dans la voix, d'invoquer les autres et de s'en faire le porte-parole ou l'interprète pour que je le considère comme mon ennemi. » Comme disait Montaigne, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son visage. Lorsqu'on a saisi, lorsqu'on a vraiment compris que la politique, c'est simplement la lutte pour désigner qui va être considéré comme le bouc émissaire, ça devient absolument inutile et passablement inintéressant.
La notion même de politique, en fait, est ni plus ni moins qu'un concept gnostique tel que nous l'avions développé dans la vidéo 42. Elle oblige d'ailleurs littéralement les individus qui s'y consacrent à se fragmenter psychiquement, à avoir un personnage public distinct du personnage privé, ce qui va donc entraîner une forme de double personnalité, justement qui est typique de la logique gnostique et de ses conséquences, comme on le voit d'ailleurs ici avec Ségolène Royal. Nous savons comment ça marche. Nous savons. That you will never allow the French people to have their own fundamental say on whether or not they want to be in the European Union. Nous ne le ferons pas. En tout cas, les You responsables don't believe politiques in qui sont... democracy? Non, nous croyons à la démocratie, mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses. Parce que la bonne question, ça n'aurait pas été est-ce que vous êtes... Well, I don't think it's democracy if you only think one answer is right and the other is je vais vous completely expliquer. unacceptable. La bonne question, c'est pas de savoir oui ou non ce que vous voulez sortir pour l'Europe, parce qu'à ce moment-là, les gens votent pour autre chose. Ils votent pour changer de gouvernement, ils votent parce qu'ils ont compris qu'ils sont instrumentalisés dans un vote, etc. La bonne question, c'est quelle Europe voulez-vous ? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de ceci? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de cela? Est-ce que vous voulez une Europe approfondie? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'engage sur telle et telle valeur? Là, ça aurait un sens. Donc, là, à ce moment-là, on peut faire des débats démocratiques au sein d'un pays pour savoir ce que veulent les citoyens par rapport à l'Europe. Il va s'agir ici de démythologiser, puis ensuite de démystifier la politique. Pour Ricoeur, lorsque l'on démythologise, l'on conserve en fait le fond symbolique, comme nous allons le faire dans un instant, on modernise, si vous préférez. Là où la démystification amène une liberté intérieure profonde provenant de l'abandon de la nécessité de croire au mythe. On retrouve ici une approche exotérique, et pour ceux qui en ont le talent, on peut cheminer vers une approche mésotérique, etc. etc. Sans cela, eh bien, quelque part, on reste littéralement une sorte de carburant face à la chose politique, une sorte de carburant pour ces fictions collectives. Personne aime mettre un objet au service des autres, bah moi non plus. La logique gnostique fonctionne ontologiquement sur l'usage du chiffre 2, sur le dualisme de l'incarnation, pour ne pas dire sur son diabolisme. Pour comprendre une chose, par définition, cela me demande d'avoir un objet de connaissance et d'être moi-même un sujet connaissant. Là où l'approche traditionnelle, à contrario, va fonctionner plutôt sur une équation trinitaire, sur un chiffre 3 qui se fait 1. C'est le sens de la trinité chrétienne. Le 1 est en réalité 3. Alors, je vous invite simplement à sortir donc du dualisme diabolique gauche-droite et de revenir déjà dans un premier temps dans une approche ternaire. Explorons déjà un modèle basé justement sur 3 axes que j'avais déjà évoqué précédemment dans les vidéos sur la démocratie. À noter au passage que donc ces 3 pôles que je vais vous proposer se basent en fait sur 3 visions absolument distinctes de la réalité du contrat social avec 3 auteurs majeurs emblématiques. Le conservatisme est lié au passé puisqu'il s'agit donc de reproduire peu ou prou les modèles qui ont déjà fait empiriquement leurs preuves au sein de notre culture. Chercher ce qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Dans une vision conservatrice, on va privilégier la stabilité des codes qui permettent l'interaction, comme dans l'exemple de la sexualité des personnes d'extrême droite que nous avions déjà cité, et on ne va introduire la nouveauté qu'à dose homéopathique, de sorte à essayer de maintenir autant que possible la négantropie du système social. Le thémata central des conservateurs étant très bien, comme le mentionne Hobbes, qui est un de leurs auteurs de référence, la lutte de la civilisation contre la barbarie. Vous avez envie de vous retrouver à vous occuper de la maison pendant que madame ira travailler? Vous avez envie que madame soit monsieur et que monsieur soit madame? Vous avez envie de donner le biberon à vos marmots, Merlot? Vous avez envie que votre femme conduise votre voiture, qu'elle vote aux élections? Mais les femmes votent. Hein. Et vous croyez qu'elles sont plus heureuses pour autant? Une femme moderne, Merlot. C'est une femme qui pense qu'un homme devrait pouvoir être une femme. Et inversement. C'est absurde. L'approche se veut réaliste et empirique, d'où un certain succès chez les personnes qui ont de l'expérience de vie, notamment chez les seniors. Dans Star Wars, typiquement, le conservatisme serait donc symbolisé par l'ordre millénaire des Jedi. Il y a une autorité stricte qui s'impose à tous les membres de la communauté, au nom de l'efficacité séculaire des processus collectifs. Il peut donc être formé? Non, il ne sera pas formé. Non? Moi, je le formerai.
Le jeune Anakin sera mon padawan. Notre code l'interdit. Obi-Wan est prêt. Je suis prêt à affronter les épreuves. Qui est prêt? C'est à nous qu'il appartient de décider. Le progressisme, lui, est lié au futur et à une certaine forme d'idéalisme. On va penser le monde que l'on souhaite obtenir, d'où son succès chez la jeunesse étant particulièrement prédisposée à une forme d'idéalisme. Il s'agit donc d'améliorer collectivement la société et de simplement faire mieux que nos aînés. Le thémata central pour un progressiste est la dichotomie entre oppresseurs et opprimés. Mais oui, on est tous tellement opprimés. En effet, il paraît difficile de concevoir une forme de progressisme sans quelque part rejouer le triangle de Cartman avec une identification à la victime qu'on va essayer de sauver et de protéger, etc. Et puis ce faisant, on va devenir donc le persécuteur, etc., etc. Dans Star Wars, selon les moments de la saga, il pourrait s'agir des Sith qui vont justement lutter contre l'ordre des Jedi, mais aussi de la résistance, comme ça, qui pourra essayer de s'opposer à l'ordre de l'Empire. Le contrat social sera plutôt rousseauiste avec le fameux mythe de l'intérêt général, de la volonté collective. Et enfin, l'approche libérale, donc, qui est liée au présent avec comme thémata central la dichotomie entre acte libre et acte contraint. Dans Star Wars, cela serait typiquement incarné par un personnage tel que Boba Fett, qui se contentera d'avoir une approche contractualiste avec les différents camps en présence sans s'impliquer idéologiquement et en se contentant de suivre ses propres intérêts. Le contrat social des libéraux se base donc sur le principe de propriété privée et l'auteur de référence sera John Locke. Et notez que nous avons ici l'exemple absolument emblématique de ce que c'est qu'un vortex sémantique, puisqu'il est rarissime dans les médias mainstream que lorsque le terme de contrat social est évoqué, eh bien l'auteur de référence soit explicité. Autrement dit, c'est absolument génial, ça permet à tout le monde de penser que l'on parle de la même chose, alors qu'en réalité, pas du tout. Les autres refusent d'en parler parce que ça leur fait peur. Mais nous le savons tous. Nous le pressentons. Mais si l'on procédait ainsi, les amis, l'imposture du collectif, eh bien, apparaîtrait alors au grand jour. Pourtant, ce ne serait pas forcément très compliqué à organiser. Il suffirait de faire société simplement avec des gens qui partagent nos valeurs et nos références. Comme le disait Alexis de Tocqueville, les maux qui sont patiemment endurés lorsqu'ils sont inévitables deviennent intolérables lorsque l'idée de leur échapper est suggérée. Il est, ceci dit, fort possible que le simple fait de respecter les valeurs des gens soit en réalité totalement incompatible avec l'ostalgie ambiante. Dès que l'on aborde ces questions, l'on nage très vite dans les différentes préférences cognitives et aussi dans un sacré paquet de biais cognitifs, il faut bien le dire. En 2006, c'est Drew Western et ses collaborateurs qui ont analysé comme ça par IRM le cerveau des lecteurs de Bush et de Kerry. Ils ont établi donc que les zones du raisonnement s'éteignaient lorsqu'elles étaient soumises à des informations discordantes. Mieux encore, à l'instar d'une bougie magique, elles se réallumaient instantanément dès que l'information dissonante cessait. Het is niet omdat vrouwen zichzelf niet begrijpen dat ze niet te begrijpen zijn. Als wetenschapper hebben we er geen probleem mee. Vandaar dat wetenschappers ook meestal mannen zijn. Want bij vrouwen komt er altijd die emoties tussen. En dat, ik lees dat met die vrouwelijke collega's ook. Ja, maar ik zie dat toch. Stop, gedaan. Het is een wetenschappelijke meeting. Jij ziet nu dit en morgen ziet je ze vliegen. Daar doen we niet aan mee, meisje. Je vous rassure tout de suite les amis, normalement vous devez le savoir si vous commencez à me connaître, les rushs que je vous mets c'est simplement pour voir si vous gardez vos lobes frontaux allumés, si vous conservez un petit peu de deuxième voire de troisième degré, d'autant qu'en 2021, hommes et femmes c'est assez compliqué. Et femelle. Merde. Il y a égalité des sexes une fois les zones érogènes explosant au cadre avant. C'est Edward Jones et Rika Kohler en 58 qui ont établi que, politiquement parlant, les gens avaient tendance à avoir une bien meilleure mémoire pour se souvenir des arguments qui étayaient leur thèse que lorsqu'il s'agissait de se souvenir des arguments qui la contredisaient. De la même façon, les individus jugeaient a priori les arguments qui étaient les arguments de leur camp comme plus plausibles et à l'inverse considéraient comme moins plausibles les arguments du camp d'en face. En fait, chacun réarrange son psychisme pour se donner le beau rôle. Quand je serai mort, je regarderai ça d'en haut, parce que j'espère être en haut. Ah ben justement, parlons. Justement, vous dites, vous espérez. Ah si vous montez, alors j'y vais aussi. Hein.
Oui, Monsieur Le Pen, évidemment. Je ne voudrais pas me retrouver avec Jacques Chirac et quelques autres tout à fait en bas. Ça, je comprends. Pour Jonas Kaplan, nos idées politiques sont liées à notre identité. Elles sont beaucoup plus ancrées que nos autres croyances et à ce titre, elles seraient donc moins plastique, moins ouverte aux contre-arguments que nos autres croyances, et cela est dû notamment au fait que l'amygdale et le cortex insulaire est activé, et donc ce sont deux zones qui sont activées lorsque l'on perçoit une menace à l'extérieur ou des prédateurs. Et bien ces zones du cerveau s'activent lorsque des contre-arguments sont proposés, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de confusion cérébrale entre ce que nous pensons et ce que nous sommes. Ajoutez à cela que, comme l'a montré là encore par IRM Anthony Jack de la Case Western Reserve University, la présence d'empathie pour autrui a tendance à inhiber la pensée critique. Donc quand nous allons ressentir de l'empathie pour des gens de notre camp, nous allons tendance à faire preuve de cécité quant aux différents biais qui la composent. Et à l'inverse, lorsque nous critiquerons les points de vue d'autrui, nous aurons plus de difficultés à nous y connecter. Cela pourrait bien être lié à notre place dans la hiérarchie de dominance. Ainsi, un papier de Peter Bellamy, paru dans le Journal of Personality and Social Psychology, réalisé sur 150 000 personnes, nous apprend que les membres des classes dites favorisées sont plus habitués à énoncer leurs idées et opinions, et ce, indépendamment de leurs compétences réelles. Ils tendent à se surévaluer par principe, là où les individus provenant de catégories plus modestes adopteront en général une attitude justement beaucoup plus modeste épistémiquement et resteront à leur place. C'est une problématique extrêmement fine et extrêmement complexe que l'articulation comme ça entre ces deux facteurs, l'affirmation de la pure puissance individuelle, je n'aime guère l'autorité, et celle de la contribution pérenne au collectif. Ce qu'on va faire, on ne peut pas ne pas voter. Personne ne fait ça. Et si on choisissait un candidat complètement ridicule et qu'on l'inscrivait sur la liste? Car chaque chercheur est porteur de ses propres inclinaisons qui ne font bien souvent qu'aiguiller ses travaux. En fait, l'on voit bien ici tout simplement les limites du rationnel plafonné. Ainsi, nombre d'individus innovants sont perçus comme fondamentalement narcissiques, puisque par nature, innover, c'est diverger. C'est s'autoriser quelque part à penser hors du troupeau, penser à des gens comme Mark Zuckerberg, Steve Jobs ou Elon Musk. Je dois reconnaître que Elon Musk est vraisemblablement l'être le plus malfaisant que je parvienne à imaginer. C'est même pas à lui que j'en veux en fait, c'est à ceux qui l'aiment. Je me dis mais comment peut-on... Et parfois quand je dis ça, on me dit vous êtes jaloux. Mais je préférerais mourir que d'être copain avec ce type-là. Tout ça dans une idéologie de droite dure, puisque Musk c'était aussi outré qu'on puisse confiner les gens et donc essayer de sauver des vies, parce qu'il fallait quand même à tout prix qu'on fasse tourner ces entreprises, sinon c'était la dictature. Donc il fallait que l'exploitation puisse continuer, même pendant la crise sanitaire. Ah, Aurélien et ses analyses, tout en subtilité. Ça m'avait presque manqué, dites donc. Bon, en fait, moi dans la vie, les mecs de droite, je les nique. C'est moche chez toi. Mais tu vois, quand je te dis je les nique, je veux dire, je les nique vraiment. Bref, cette articulation donc entre le soi et le collectif est extrêmement complexe, car comme le montre une étude publiée dans le Proceedings of the National Academy of Science par une équipe de l'université de Boston, elle-même constituée par Ethan Bernstein, Jess Shore et David Laser, tout groupe qui aborde un problème va nécessairement le faire dans un premier temps depuis une forme de pensée sociale. Sinon, il ne pourrait pas fonctionner en tant que groupe. Or, si vous vous souvenez de ce que nous avons dit dans la vidéo 48, eh bien, je vous y explique qu'on ne peut réellement penser que hors de la société et de la socioculture. Et donc, les individus, justement, cette étude nous montre que les individus qui s'autorisent à penser seuls, à faire cavalier seuls et à développer un raisonnement seul, tentent plus de choses, explorent des endroits que la socioculture aurait interdit tacitement d'explorer et prennent d'une façon générale plus de feedback du réel. Ils augmentent donc leurs chances de trouver des solutions dont le groupe va bénéficier. C'est un paradoxe puisque c'est le groupe qui va soutenir les individus, mais les individus qui vont trouver la solution à des problèmes complexes hors du groupe. Il s'ensuit une forme d'énamoration, d'amour-haine, si vous voulez, de l'individu individualisé, si j'ose dire, qui résout le problème collectif, mais renvoie chaque membre du collectif à sa propre castration. Ajoutez à cela que les individus perçus comme désagréables gagnent en moyenne 18% de salaire de plus que les gentils, et vous avez là absolument tous les ingrédients pour un conflit mimétique, même si cela ne résiste pas fondamentalement à un usage approfondi des lobes frontaux lorsque l'on examine cette problématique. Comme dans cet extrait magistral que vous connaissez peut-être. I think you've done an excellent job tonight of defending capitalism. Capitalism has treated you well.
in general, has treated the people in this audience well. And as you say, people respond to things based on their self-interest, so I think they've responded well to you. What I'd like to get to now is the question of the relationship between morality and economic policy, which you talked about before in terms of the quotes from Thoreau. You said that the worst sort of person is the person who's going to try to be charitable and is going to try to be... Well, you said that it's unwise for a person to be charitable or to be sincere. What did you say then? Let me repeat Thoreau's words. Thoreau's words were, if I knew for certain that a man was coming to my I think we heard coming to my house with the conscious design of doing me good, I should run for my life. Now, that's not the same thing as being charitable. Okay, fine. I'll accept that distinction. Take what Thoreau just said and you've echoed and apply it to American business. And I think what you're basically saying is American business, a corporation. A businessman. You are the head of a corporation. Oh, you're applying to me as the head of a corporation. Right. Can I ask you the question, please? Sure. Now, it seems to me that the implication is that that corporation should not try to do anyone else good, because then the people would run away. What they should do is pursue their own self-interest. That means profit. And what I'd like to talk about is the implications of that in terms of three concrete examples. I believe that a couple of years ago, when there was a major flood in Pennsylvania, you came out as opposed to aid for those disaster victims, based on the rationale that they had bought the land at lower prices because the risk was known, and they shouldn't be given any aid. I'd like people to consider the implications of that. Secondly... That isn't what I came out against. I came out against the government providing flood insurance at low cost in advance. I did not come out against private individuals giving charity to the people. But what about disaster aid by the government? I think... The government insures a nuclear power plant. Well, it's the same thing. The nuclear power plants ought to be required to pay for full insurance themselves, and that ought to be incorporated in their charges. I'm not in favor of government subsidization of nuclear power plant insurance. Okay, a second... Look, don't attribute to me your conventional views of what, quote, a conservative believes, because I'm not a conservative. I'm a believer in freedom. Well, then I'd like to talk about that using an example, freedom. In Ohio, an old man failed to pay his electric bill. You may be familiar with the case. And the electric company turned off the electricity and he died. The reason they turned it off was because it wouldn't have been profitable for them to keep it on because he didn't pay his bill. Do you believe that was right? I don't know the details of that case at all, but I can well believe, but I'll be glad to... No, excuse me. In many of these cases, you hear stories which, when you find the details, are very different from those that are presented. But let's suppose it were true, which is what I was going to go on to say. You know, why do you want to stop me? Why do you assume I'm always going to give the wrong answer? Let's assume the facts were true. The result is tragic. Who is responsible? Is it really the responsibility? Should I blame the people? Let's suppose that for a moment, let's suppose that the electric company were to follow the practice of never turning off anybody's electricity. Let's just for a moment take that other extreme. Then this wouldn't have happened. Who would pay the cost? Are those the only two alternatives? Well, for a moment, we can come to other alternatives, but I just want to show you the logic of the case. Because I want to show you... absurdity. No, it's not an absurdity, because I want to show you that what you have to ask about are the costs imposed on different individuals. The electric company is meaningless. The electric company is a non-human institution. The electric company, what you must talk about are either the stockholders of the electric company, the employees of the electric company, or the customers of the electric company. Those are the people involved. Now, if you go to the other extreme and adopt a policy that the electric company will never turn anything off, then you effectively institute a system under which the only people who will pay for electricity will be those who pay for it voluntarily. Now, the number of people who will do that... Are those the only two alternatives? No, but I'm just showing you... I want to go... You've gone to one extreme, I'm going to the other extreme and show you that where the responsibility really lies for the kind of thing you're describing. The responsibility really lies not on the electric company for turning it off, but on those of this man's neighbors and friends and associates who are not charitable enough to enable him as an individual to meet the electric bill.
You're blaming the wrong person for what happened. Okay, well, I think people understand that example. I have just one more. This has to do with the Ford Pinto. I'm not sure if you're aware of the recent revelations that have come out about the production of that car. Ford produced it knowing full well that in any rear-end collision, the gas tank would blow up because they had failed to install a $13 plastic block in front of the gas tank. And Ford estimated in an internal memo that that would cost about 200 lives a year. And they estimated further that the cost of each life would be $200,000. They multiplied and they found that the cost of installing those blocks in each of the cars would be more than the cost of saving those 200 lives. And over the past 7 years, the car has been produced and over 1,000 lives have been lost. It seems to me that Ford did what would be the right thing according to your policy. And yet that seems to me to be very wrong. Well, let me ask you, let's suppose it would have cost $1 billion per person. Should Ford have put them in nonetheless? You see, you're really only, you know that you're really only arguing about price. You're not arguing about principle. No. Because you cannot, nobody can take the principle. Nobody can accept the principle that an infinite value should be put on an individual life. Because in order to get the money involved, in order to get the resources involved, it's not money. In order to get the resources, they have to come from somewhere. And you want the policy which maximizes the situation overall. You cannot accept a situation that 1 million people should starve in order to provide one person with a car that is completely safe. That's absolutely right. Right. And therefore, you're not arguing anything about principle. You're just arguing whether Ford used $200,000 was the right number or not. No, I'm not arguing Suppose that it were at all. $200 million. No. Suppose it were $200 million. What should Ford have done? $200 million for what? Suppose it would have cost $200 million per life saved. Should Ford still have spent that $200 million? You mean per... That's not the question. That's not really the question. Yes, it is a question. Yes, that's the principle of the question. That's the only principle involved. I don't know whether Ford came to the right answer or not. That's a question of whether these numbers are valid numbers for the relative costs of different things. You're not arguing about a principle if you once agree with me that if it had been $200 million, the cost per life saved would have been $200 million. You would not argue. Look, let me go back for a moment. Can I say something in response to that? If Ford had not been able to market those cars in the same kind of economic bracket because of the price of installing this one plastic block, that would be a different question. Maybe Ford could have considered redesigning the whole car so as to make it cheaper. But what we're talking about is balancing advantages and balancing principles. And that's why Just a minute. I'm a supporter of abortion. Therefore, I don't believe that every single human life is sacred. I believe that principles have to be balanced. And yet, I don't see Ford spending $13 less on each car at the cost of 200 lives a year as being a principled position to take. And yet, I think your logic requires it. Suppose it had been one fewer life a year. So that the $13 per car, so that one life, instead of being 200 times, what's 200 times? 200,000, it's 40 million. Suppose it had been one life a year, so that it cost 40 million. Would it have been okay for Ford not to have put in that block? You can't predict that one life is going to be cost because of a physical defect in the car. This was a clear... I know, but you're evading the question of principle. No, I'm not. I'm saying that they knew before they put the car out that there was a mechanical defect in it. You know when you buy a car, you know that your chance of being killed in a Pinto is greater than your chance of being killed in a Mack truck. No, I didn't. I didn't know that the gas tank would rupture. Of course it is a question. Every one of us separately in this room could, at a cost, reduce his risk of dying tomorrow. You don't have to walk across the street. Of course. The question is he willing to pay for it? And the question here he should be raising, if he wants to raise a question of principle, the principle he should raise is whether Ford wasn't required to attach to this car the statement, we have made this car $13 cheaper, and therefore it is whatever the percent is, it is 1% more risky for you to buy it.
But why? Then he would be arguing a real question of principle. Why should they do that? Doesn't that interfere with the free enterprise system that you're touting? No. Why not? Because the consumer should be free to decide what risk he wants to bear. If you want to pay $13 extra for that, you should be free to do it. If you don't want to pay $13... Wait. Excuse me, we have to keep it to the audio over here. So then the government does have the right to require information of corporations, is that right? No, the government has a right to provide courts of law in which corporations that deliberately conceal material that is relevant can be sued for fraud and made to pay very heavy expenses. And that is a desirable part of the market, of course. What I'm trying to say to you is that these things are really a little bit more subtle and sophisticated than you are at first led to believe. There are no, you can't get easy answers along this line, because your way of putting it really only doesn't really get at the fundamental principles involved. The real fundamental principle is that people individually should be free to decide how much they're willing to pay for reducing the chances of their death. Now, people mostly aren't willing to pay very much. I personally regard this as very, very illogical. I see people on all sides of me smoking. Now, there's no doubt, nobody denies that that increases their chance of death. I'm not saying they shouldn't be free to smoke, don't misunderstand me. I just think they're fools to do it. And I know they're fools because I quit on the basis of the evidence 18 years ago. But that's the real issue. And if you want to be rated for it, you ought to be rated on those terms, not on the ground that you don't think they use the right numbers. En outre, les travaux de Leslie Fellow de l'Université de Montréal, publiés dans le Journal of Public Economics, nous renseignent sur le lien entre l'usage du cortex orbitofrontal latéral et l'importance que nous accordons à l'apparence. Ah, mais moi, ma chérie, je vote pour quelqu'un que s'il est beau et bien habillé. Ces travaux réalisés en Finlande, en Australie et aux États-Unis nous renseignent sur la façon dont nous utilisons la beauté comme critère judicatif. Ainsi, les politiciens de droite sont globalement plus beaux que ceux de gauche. Écoutez, être de droite, c'est être élégant. Il suffit de regarder les gens de gauche. La différence d'attractivité mesurée est de 25% seulement aux États-Unis, 32% en Australie et de 41%, c'est énorme, en Finlande. Au point même qu'il soit possible d'inférer la tendance politique de quelqu'un à la simple vue du physique des candidats. Tout porte à croire que face à des sujets supposément complexes, comme la politique, le cerveau limbique use du physique comme un signe irréfragable de compétence. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. L'on pourrait dès lors se demander, puisque l'on sait à quel point la beauté est un facteur facilitant, que ce soit relationnellement, professionnellement, etc., si le simple fait d'être de droite ou de gauche n'est donc pas finalement une conséquence directe de son attractivité ou de son statut de dominance éthologique. Ce lien a été étudié par les équipes de Francesca Luberti, Candice Blex et Robert Brooks. Il apparaîtrait donc que les gens qui se savent populaires auprès de centaines de gens du sexe opposé qu'ils ont eux-mêmes validés, c'est-à-dire qu'ils sont populaires auprès de plus d'une centaine de personnes qu'ils estiment désirables et qu'ils ont validées, sont davantage favorables au partage des richesses. En termes de psychologie évolutionniste, eh bien ça a du sens. Un individu comme ça qui a pléthore de partenaires désirables va normalement être plus enclin à lâcher un petit peu du lest sur sa pléonexie. La pléonexie, c'est donc la tendance de l'être humain à vouloir accumuler, à vouloir toutes les ressources pour lui-même. Ceci dit, il faudrait se garder de ne placer la générosité que du côté du cœur, c'est-à-dire à gauche. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. C'est la sociologue Anne Muxel qui nous met en garde sur la différence entre les attitudes et les comportements, entre le déclaratif, si vous voulez, et ce qui se passe dans la vraie vie au niveau des faits. Et, aux surprises, les personnes qui manifestent le plus de dissonance entre ce qui est dit et ce qui est fait sont les gens de gauche. Droite. Non, la droite, on le fera plus tard. Vous inquiétez pas, on va tout vous montrer. Eh ben les gens de gauche, bien sûr, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils en prennent pour leur grade. Parce que j'aimerais être de gauche. Mais ça demande tellement de qualité humaine. Et du courage. Et ça demande tellement d'abnégation. Parce qu'on peut plus habiter à Saint-Germain-des-Prés, ni place, ni dans le 16e. On doit être prêt à
collaborer avec toute l'injustice qui règne dans ce pays et on doit sacrifier sa petite existence personnelle, son petit plaisir en faveur des déshérités. Contrairement à ce que l'on pourrait penser lorsque l'on regarde les faits et non pas les intentions, ce sont bel et bien les gens de droite qui sont plus tolérants vis-à-vis de la différence que les gens de gauche, ils donnent davantage leur sang, s'impliquent plus dans le collectif, etc., etc. Ce mécanisme est extrêmement bien expliqué par Arthur Brooks dans son livre Who Really Cares, où il explique en gros que le socialiste se dit « j'ai déjà donné et délégué ma responsabilité, ma sécurité, ma créativité au collectif, donc c'est pas la peine que j'en remette une couche ». C'est un choix, je pense que les politiques sont obligés, parce qu'il y a une grande demande des populations de sécurité, mais dans le fond, je me demande si c'est pas un peu cher payé, quoi. J'ai bien conscience que tout ceci met à mal un certain nombre d'images d'Épinal et de représentations mentales. En même temps, vous êtes ici pour ça. Et vous trouvez des réponses? Le simple fait de se poser une question. C'est déjà un commencement de réponse. Exact. Le simple fait de se demander, est-ce que par hasard je ne serais pas un gros enculé? Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît un gros con de droite d'un gros con de gauche? Non. Quand vous chiez. Vous avez beau chier proprement, tirer la chasse, c'est tout. Très souvent, dans la cuvette, il y a de la merde qui reste. Collée. Oh, oui. Bon. Cette merde qui reste, collée, qu'est-ce qu'il en fait, le mec de gauche? Il la nettoie. Il prend le balai à chiottes, il la fait disparaître. Alors que le gros con de droite, qu'est-ce qu'il fait, le gros con de droite? Il laisse sa merde et il se débine. Il s'en occupe même pas. Il y a des gens payés pour ça, des gens qui passent derrière. En général, c'est une pauvre fille. Avant, on disait bonne, mais maintenant, on dit femme de ménage. Mais enfin, on dit toujours merde. Il faut toujours la nettoyer. Ça n'a pas changé. Dans le fond, le modèle gauche-droite, les amis, n'a de sens que dans une forme d'interventionnisme étatique, dans cet utilitarisme contemporain, dans ce despotisme bienveillant kantien, 1000 fois réfuté sur la chaîne d'ailleurs, où autrui est sempiternellement considéré comme un mineur. Une mort certaine, une faible chance de succès. Mais qu'attendons-nous? Et plus ce centre de gravité de la population s'oriente vers ce constructivisme progressiste, en tout cas c'est ce que professent les modèles de l'Institute of Future Studies de Stockholm, ce qu'on appelle en fait le sinistrisme. Nous allons irrémédiablement dans cette direction. Et plus nous y allons, plus nous risquons de perdre notre ancrage et nos racines. Socialism promises prosperity, but it delivers poverty. Socialism promises unity, but it delivers hatred and it delivers division. Socialism promises a better future, but it always returns to the darkest chapters of the past. That never fails. It always happens. Socialism is a sad and discredited ideology rooted in the total ignorance of history and human nature, which is why socialism eventually must always give rise to tyranny, which it does. Socialists profess a love of diversity, but they always insist on absolute conformity. We know that socialism is not about justice. It's not about equality. It's not about lifting up the poor. Socialism is about one thing only: power for the ruling class. And the more power they get, the more they crave. They want to run healthcare, run transportation and finance, run energy, education, run everything. They want the power to decide who wins and who loses, who's up and who's down, what's true and what's false, and even who lives and who dies.
Même au sein du communisme le plus dur, c'est-à-dire dans la constitution soviétique entre 1918 et 1936, il y était bien précisé que celui qui ne travaille pas ne mange pas. On avait encore un bon sens, quelque chose qui dit, bah oui, la nourriture ne tombe pas du ciel, il n'y a pas de repas gratuit. En 1977, cet ancrage n'avait d'ailleurs pas vraiment évolué, on était toujours dans cette espèce de bon sens populaire. Mais actuellement, on est en train d'évoluer comme ça vers un système qui est à la fois soviétique, mais aussi virtualisé, où à force d'avoir déconstruit les choses sans avoir pris le temps de construire, eh ben on est en train de générer littéralement des hordes de psychotiques, ce que les Chinois appellent les baizuo, c'est-à-dire ces espèces de caucasiens avec plein d'idées merveilleuses sur le monde, mais complètement déconnectés du réel et qui oublient que la nourriture ne pousse pas littéralement sur les arbres. Il faut faire pousser les arbres, il faut s'occuper des parasites, il faut récolter la nourriture, il faut la conditionner, la cuisiner, etc. Et que tout ça, c'est du travail. Et d'ailleurs, ces psychotiques, ces hordes de psychotiques qui arrivent vont être, à mon avis, beaucoup moins sympas que les psychotiques des années 80. En créant des groupes utilisant la technique du vol yogique, il rétablit la cohérence avec les lois de la nature et fait baisser le chômage et la délinquance. En matière de criminalité, nous faisons baisser immédiatement de 30% la criminalité. En matière de chômage, nous restimulons les lois naturelles qui régissent l'économie et renforçons la créativité. Le chômage baissera de la même sorte. Dans le domaine de la santé, nous pouvons faire baisser les maladies de 50% en 3 ans, c'est notre programme. En Yougoslavie, il y a la guerre, qu'est-ce que vous pouvez faire? La Yougoslavie, au lieu d'apporter des troupes armées qui coûtent extrêmement cher à la société, il faut apporter un groupe de cohérence. Et à partir du moment où il y aura un groupe de cohérence en nombre suffisant, la guerre s'arrêtera du jour au lendemain. Alors, est-ce que Machiavel ou Polybe de Mégapolis ont-ils raison lorsqu'ils déterrent comme ça la théorie de l'anacyclose de Platon, théorie qui présuppose donc la succession cyclique de 6 grandes phases dans l'évolution des sociétés humaines, et qui semble prophétiser notre lente agonie dans une forme d'oclocratie. L'oclocratie, si vous voulez, c'est une espèce de populisme, pourrait-on dire, au sein duquel de rares fantoches apostrophent comme ça un ramassis de sous-hommes hypnotisés via une rhétorique digne des cours moyens première année, et ce, à heure de grande écoute. L'argument moral de Madame Le Pen est méchante, bien sûr qu'elle est méchante. Bien sûr que c'est une ennemie de la République, bien sûr qu'il faut la combattre. Elle est méchante. Mais oui, elle est pas gentille, me semble-t-il. Voilà, on en est vraiment à gentil méchant, quoi, ça y est, on est en CM1, quoi. Il faut dire que la fonction présidentielle est de plus en plus désacralisée. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça, on pourrait en discuter, puisqu'effectivement, la notion de sacralisation d'une fonction renvoie quand même à l'existence de toute une mythologie qui n'est pas forcément souhaitable dans un monde où on souhaite des êtres humains libres et indépendants. Mais effectivement, qu'il s'agisse de Macron et ses soirées gays, ou Trump et son goût pour le coup de la corde à linge. But you've never seen Donald Trump fight like this. Hey, look at this! It's Trump the Thumper. My God! The hostile takeover of Donald Trump on Vince McMahon. Aujourd'hui, il est devenu absolument risible dans un système où la séparation des pouvoirs n'est plus que théorique de demander le moindre compte au gouvernement, comme le démontre l'affaire Gilead, le Lancetgate, etc. Et encore moins, évidemment, au président. Je sais quoi, président? Hein? C'est moi. Oui, mais tu fais quoi? Je travaille. Oui, mais c'est quoi, président? Il est très... Je vais t'expliquer. T'es le chef des Français? Voilà. Enfin, disons, un des 2 chefs. Ah? Oui, je suis le chef de trucs que je fais. Oui, mais c'est quoi? Des trucs de président. Mais toi, c'est quoi que tu fais? Des trucs de président. Tu sais, l'instruction civique, t'es peut-être un peu petit encore, non? Comme disait Lacan, l'inconscient c'est la politique c'est l'inconscient, ça marche dans les 2 sens, et je dois bien reconnaître qu'absolument toutes les personnes que je connais qui ont dépassé un certain niveau de réalité, et notamment qui ont eu accès à une forme de transrationalité non sacrificielle, eh bien sont toutes sans aucune exception libertariennes. D'ailleurs, en parlant de libertariens, dans une étude qui a été réalisée sur 12 000 libertariens, 21 000 conservateurs et 97 000 libéraux, il fut montré que les libéraux et les libertariens en général sont globalement peu préoccupés par la destruction des symboles. Et ça n'est pas étonnant, puisque vous savez que j'adore cette phrase de Korzybski, qui dit que la folie c'est la confusion entre le symbole et la chose qu'il représente. Il semblerait donc qu'il y ait bel et bien là une corrélation en termes de clarté de pensée et de clarté d'esprit.
Le style de pensée libertarien était qualifié de plus masculin par rapport à tous ses concurrents, à toutes les autres grilles de lecture. C'est aussi le plus rationnel, comme on peut tout à fait le voir dans la vidéo, enfin dans les deux vidéos que j'ai fait avec Étienne Chouard, où on le voit à un moment donné littéralement bugger, parce qu'il arrive justement aux limites du niveau de rationalité de sa propre grille de lecture. Le libertarianisme obtient aussi le score le plus élevé en systématisation, c'est-à-dire que ce sont eux qui modélisent entre guillemets le mieux les différents éléments, et aussi le plus faible en empathie, ce qui confirme donc là encore la théorie de Jack dont je vous parlais tout à l'heure, sur l'inhibition du limbisme par la pensée pondérée. Ils sont aussi globalement moins hypnotisables. Bien, prenez le temps d'en profiter. Les enregistrements révèlent une particularité des sujets fortement hypnotisables. La question était de savoir si on peut repérer une différence dans l'activité cérébrale entre les sujets fortement hypnotisables et ceux qui le sont peu. Conclusion, l'activation coordonnée de ces deux zones, celle où nous réfléchissons sur que faire et celle qui pilote nos actions, est plus forte chez les sujets hypnotisables. Cela peut expliquer l'état d'absorption qu'on a en hypnose, où l'on s'engage complètement dans une expérience sans se soucier de sa signification ou de ce qu'on pourrait faire d'autre. Une personne fortement hypnotisable ne juge donc pas l'expérience qu'on lui propose. Elle y participe pleinement sans l'analyser, sans pensée parasite. Pour ces raisons et probablement pour d'autres également, le libertarianisme est plébiscité par des individus à haut potentiel intellectuel. En termes de MBTI, vous allez retrouver une majorité écrasante de INTP et de INTJ, et d'une façon générale des individus qui vont être plus cérébraux, plus rationnels, moins émotifs et plus individualistes. Les pauvres ils craignent, ta famille touche déjà l'aide sociale et elle va mettre un autre enfant au monde. Les pauvres ils font des tas de bébés, ça accroît une surpopulation, en attendant c'est moi qui paye pour eux. Bref, par une bande de zèbres qui ont donc beaucoup moins de liens forts que la plupart des autres gens avec les gens autour d'eux, qui sont donc plus individualistes et qui travaillent moins en équipe. C'est une conséquence logique de l'intelligence élevée, puisque plus vous êtes intelligent, moins vous pouvez connecter réellement, émotionnellement avec beaucoup de gens, donc plus vous apprenez à faire cavalier seul, d'où effectivement la présence d'un grand nombre d'introvertis, et également vous allez développer une agréabilité globalement plus basse, puisque vous n'avez pas l'habitude d'être en permanence entouré de gens, ce qui vous forge, si vous voulez, une forme d'agréabilité. Lorsqu'on est en permanence en contact avec des gens, qu'on doit en permanence collaborer, ça augmente le niveau d'agréabilité, et à l'inverse, lorsque à chaque fois que vous essayez de connecter, il y a un décalage comme ça, ça n'est pas un incentive qui tend à rendre les gens plus agréables. Le libertarianisme est en outre corrélé à la quantité de matière grise dans le cortex singulaire antérieur, quantité de matière grise elle-même corrélée au quotient intellectuel. Donc là c'est intéressant, on a un faisceau d'indices comme ça qui vont plus ou moins dans la même direction. En fait, on commence de plus en plus à comprendre les liens entre les structures cérébrales et les opinions politiques. Ainsi, il y aurait des corrélations, par exemple, entre certaines préférences politiques et la capacité à reconnaître efficacement les visages. Le lien semble également clair entre l'appétence pour la jeunesse vis-à-vis du progressisme et l'inexpérience dans la gestion de leur système dopaminergique. Le système dopaminergique est lui-même corrélé directement donc à la recherche de nouveautés, de nouvelles stimulations et à l'ouverture à l'expérience dans le Big Five et aux gènes des RD4. Il faut dire que se pencher avec attention sur les déterminismes psychosociologiques qui sous-tendent la pensée progressiste des jeunes aide vraiment à comprendre les déterminismes qui y amènent. Ainsi, dans une étude allemande récente, 92% des militants de gauche vivaient chez leurs parents et environ un tiers étaient au chômage, de quoi relativiser ce qu'on appellerait une pensée. On commence également à comprendre les liens entre le taux de sérotonine et la petite délinquance, la délinquance occasionnelle, comme ça l'occasion fait larron. On a établi également que l'amygdale droite était davantage activée chez les conservateurs, ce qui les rend donc beaucoup plus sensibles aux faciès menaçants, et notamment aux faciès menaçants étrangers provenant de l'exogroupe. Ils vont être également plus sensibles au dégoût et vont répondre de façon plus agressive face aux menaces. Reste à voir ce qui va être fait par le grand public de ces connaissances scientifiques. Va-t-on acter l'existence d'une véritable altérité et cesser enfin d'uniformiser tant d'êtres et d'individus distincts et différents dans un moule unique comme on a fait autrefois avec les gauchers ?
qu'on forçait littéralement à se comporter comme des droitiers, ce qui a créé des dégâts et un non-respect des personnes absolument gigantesques, ou est-ce que l'on va simplement se contenter de mettre un pansement sur une jambe de bois et donc d'affiner les différentes stratégies d'ingénierie sociale, puisque, ne nous leurrons pas, énormément de nos élites pensent le monde à N générations et fonctionnent et planifient les choses en termes d'ingénierie génétique. Vous avouez que quand j'ai pris connaissance de cet article sur le rôle que pourrait jouer l'oxytocine pour rendre les populations caucasiennes, entre guillemets, accueillantes aux migrants, d'abord j'ai cru un canular, et puis je me suis aperçu que non, c'était bien publié dans une revue scientifique, revue scientifique tout à fait sérieuse, et c'est tout à fait révélateur. Vous voyez, on pourrait dire qu'au départ, l'intention, elle est généreuse, puisque c'est pour rendre les gens plus altruistes, plus accueillants. Et en même temps, pour le faire, on les traite exactement comme du bétail. C'est-à-dire que on va simplement leur injecter la proposition qui est faite, c'est de leur faire inhaler certaines hormones qui induiront le comportement souhaité. Donc là, on rentre vraiment dans la manipulation totale. Et c'est là d'ailleurs où on voit donc effectivement, comme vous disiez, ce monde formidable qui nous est promis. Alors d'une part, un certain nombre de promesses sont complètement délirantes et ne sont faites que pour séduire, attirer le chaland. Et puis, par ailleurs, on voit bien que dans ce monde-là, c'est pas du tout un monde où tout le monde est sur le même plan, mais il y en aura qui seront évidemment beaucoup plus augmentés que d'autres, et puis il y aura ceux qui décideront pour les autres. Comme d'habitude, cela va dépendre si les choses sont faites depuis un vide de soi ou depuis un plein de soi. Au final, ça se résume à ça, les amis. Bref, c'est pas gagné. C'est violent. On est même plutôt dans la souffrance que dans le kiff. La sodo, c'est dangereux. Oui, s'il n'y a pas de préparation, c'est dangereux. Les fissures anales, ça existe. Et pour finir sur une note un petit peu moins vulgaire, je voudrais vous parler des travaux d'Iliana Kouzienko et de Michael Norton. Ils ont étudié la répartition de l'impôt et les motivations psychologiques des différentes catégories socio-professionnelles. Par exemple, en France, vous avez 10% des foyers fiscaux qui payent 70% de l'impôt sur le revenu, c'est énorme. Et les 2% les plus riches payent 40% de l'impôt. Tu sais, si t'as les boules qu'on te pique tout, t'as qu'à te dire que t'as fait un acte de charité. Outre que nous pourrions tout à fait nous interroger, comme le proposait Thomas Sowell, sur quelle est la part légitime qui nous revient du travail d'un parfait inconnu, Iliana Kouzienko et Michael Norton ont établi un phénomène psycho-économique nommé aversion à la dernière place. Ils se sont demandé pourquoi est-ce que les avant-derniers sur l'échiquier social, dans la pyramide de dominance éthologique, pourquoi est-ce que les avant-derniers votaient aussi peu pour la redistribution des richesses. C'est complètement inattendu! En effet, la redistribution va potentiellement lisser les différences entre les derniers et les avant-derniers, au risque même de faire fusionner ces deux catégories, où il restera que pauvres. Pris ainsi dans une forme de conflit mimétique, les avant-derniers donc vont préférer ne pas recevoir d'aide plutôt que de prendre le risque de perdre leur identité. S'il y en a comme moi, peut-être t'as eu les mêmes parents. Moi, toute ma vie, ils m'ont dit, chope un CDI, va là où il y a des débouchés, fais pas le fou. Parce que t'es au bord de la falaise, tu peux tomber. T'es pas pauvre, mais tu joues la relégation. T'es guingant toute ta vie. Ça va, mais si un mois, papa, il en a pour un peu cher en réparation sur le Kangoo, hop, t'es pauvre. Voilà, là, t'as pas grand-chose, mais tu veux pas le perdre. T'avances à tâtons dans la vie. Tu sais que si t'as une galère, les darons, ils te couvrent, mais y a pas beaucoup de balles dans le flingue. C'est vraiment... Ceux qui prennent le plus de risques, évidemment, ce sont les derniers. Ils sont absents au grand banquet de la vie, ils n'ont pas, dans le fond, grand-chose à perdre. Et ça, les avant-derniers le savent et s'en méfient. Parce que, vous le savez, il n'y a rien de pire lorsqu'on fait en compétition avec quelqu'un qui n'a absolument rien à perdre, évidemment. Les avant-derniers ont d'ailleurs tendance à fortement surestimer leurs chances objectives de monter dans la hiérarchie de dominance. Ils sous-estiment la puissance du plafond de verre. Aux États-Unis, par exemple, ils considéraient que les top 20% captaient 59% des richesses. En réalité, ils en captent 85%. Quelque part, refuser un mieux-être concret pour la défense d'une identité virtuelle passablement illusoire, c'est un manque de bonne maman intérieure, où la peur d'échouer va primer sur le désir de réussir. Lorsqu'on comprend comme ça les facteurs psychologiques qui sous-tendent la création d'abondance, cela fait vraiment voir la vie autrement.
Vous avez un SDF sur 4 qui est un ancien enfant placé, avec probablement une maman intérieure dans un état de délabrement assez avancé. Si la clochardisation se résumait à du socio-économique pur, comme on peut le dire dans certaines narrations progressistes, alors il devrait saisir la moindre occasion de s'en sortir. Or, et je le confirme pour avoir fait un peu de bénévolat justement avec des SDF, il n'en est rien. Les choses sont bien plus complexes que des narrations sous forme de stratégie pure, gauche-droite, un petit peu concon, dans lequel on va se vautrer dans un conflit mimétique facile avec son bouc émissaire préféré. Bonjour Marine. Oh. Vous leur donnez quoi à bouffer? C'est du bœuf? Non, c'est de l'opposant politique. Longue vidéo pour tirer sur l'ambulance du modèle gauche-droite. La plupart d'entre vous aviez déjà conscience de sa prodigieuse indigence. Néanmoins, j'espère que maintenant que vous entendrez gauche et droite, vous aurez vraiment des warnings qui s'allument exactement comme dans certains biais cognitifs, où vous vous rendrez compte qu'il s'agit réellement que de deux termes qui n'ont qu'un intérêt historique, mais qui en termes de qualité de la pensée, mais vraiment sont en dessous du zéro absolu. Voilà, tout simplement. Écoutez les amis, je voudrais vous proposer de venir nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie si jamais vous avez envie donc d'échanger plus en avant. Je vous publie régulièrement des petits billets. Remercier les tipeurs de leur soutien, notamment quand je prends un peu de temps comme pour accoucher d'une vidéo un petit peu comme celle-ci où j'ai vraiment pris mon temps, mais j'avais à cœur de profiter du déconfinement pour souffler un petit peu. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris plein de choses dans les différentes études que je vous ai sélectionnées, que vous avez passé un bon moment avec les rushs, et n'hésitez pas, bien évidemment, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce comme ceci, puisque vous savez que c'est comme ça qu'on fait connaître les chaînes, c'est toujours le même baratin. Allez, salut Internet! Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Sur la question du carburant, beaucoup de Français ont été choqués, voire blessés. Les habitants disent ce qu'on nous donne d'une main, on nous le reprend de l'autre. Ce que vous décrivez est parfaitement vrai. J'ai demandé au gouvernement d'attaquer nos concitoyens. On va faire de ce territoire l'une des pires boucheries. Vous imaginez? On a bien compris, vous donc augmentez la stratégie, les taxes. donc je finis juste, on va continuer à augmenter les taxes du nord au sud. Il y a le gaz qui augmente, il y a le carburant qui augmente. Tout ce qu'on peut faire qui est utile pour attaquer, on le fera. Parce qu'on a justement cet argent qui rentre. Et je suis fier du peuple français.